Alors bonjour à tous. Pour cette série d'entretiens organisée par le secteur international du PCF, on va s'intéresser aujourd'hui au Moyen-Orient et plus particulièrement aux conséquences de la pandémie de Covid-19 qui vient s'ajouter aux crises économiques et sociales que connaissent de nombreux pays de la région sur fond d'état de guerre permanent. On en discute avec Vera Policarpou, responsable du secteur international et membre du comité central de l'AQEL, qui est le Parti progressiste des travailleurs chypriotes, et Pascal Thor, responsable adjoint du secteur international du PCF. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour commencer, Vera, est-ce que tu peux nous parler de la situation sanitaire à Chypre et peut-être nous dire quel effet cette crise a sur les relations entre la République turque de Chypre du Nord, qui, je le rappelle, n'est pas reconnue par la communauté internationale, et la République de Chypre. Merci pour l'invitation de nouveau. Bien sûr, le sujet c'est très important parce que on a eu un effet très fort sur la vie de presque tout le pays. Ici, dans la région, ce n'est pas aussi fort comme dans d'autres pays d'Europe, maintenant d'Amérique latine, des États-Unis, etc. Mais quand même, l'effet économique, c'est très fort. Pour Chypre, ici, heureusement, d'être une petite île, une île avec moins d'1 million d'habitants, ce n'était pas très difficile de contrôler. Mais à cause de la situation de la santé publique, et à cause de politiques néolibérales et d'austérité, comme beaucoup de pays, et vous connaissez cette situation, le secteur public de santé n'était pas très préparé pour cette situation. Il suffit de dire que dans les dernières 7 ans, 16 ans, après de notre gouvernement qui a sorti l'année 13, jusqu'à l'année dernière, le présent gouvernement a coupé 500 millions d'euros le budget qui normalement devait être pour la santé publique, pour l'hôpital, etc. Et surtout que l'année dernière, le 1er de juin, l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de Chypre, on a réussi d'introduire un schème, un système général pour la santé qui couvre tout le monde en Chypre. Mais avec tout ce qu'ils ont coupé de ce secteur, ce n'était pas facile de faire le rattrapage, on dit, pour aller et réagir bien à cette situation. Et le seul mouvement qu'on devait, l'action qui a sauvegardé la situation, le peuple en Chypre, c'était le lockdown. Et vraiment, Le confinement. Oui, le fait qu'on a le 9 mars, on a eu les premiers 2 cas, qui étaient 2 cas importés d'Angleterre, des Chypriotes qui revenaient à Chypre. Et le 16 mars, après la pression des épidémiologistes, les gens, des médecins et de secteur, le président a eu de commencer les différentes mesures, pas en pas, qu'on a introduit et d'avoir ce confinement, qu'il y a d'autres problèmes, que c'est le problème de démocratie, etc., que vous connaissez très bien. Mais c'était la seule manière de fermer l'aéroport et fermer presque toute l'économie. Félicement, en Chypre, on a eu moins de 1000 cas de patients et 18 morts à cause directe de coronavirus. Dans la partie occupée,
c'est ça qu'on appelle un chiffre. On n'accepte pas qu'il y a un autre, c'est illégal, il n'y a pas d'autre identité. Dans la partie occupée, là aussi, c'était importé pour des touristes allemands. Et il a eu 3-4 morts seulement, et 108 patients. Mais dans les deux parties de Chypre, on a eu de fermer tous les aéroports et les ports pour des touristes, seulement c'était des cas de peuple qui retournait en Chypre. Et tous les autres, ils ont mis dans garantie. Alors maintenant, on a retourné, toutes les choses sont ouvertes, mais pas encore de grandes concentrations, de grands mouvements de peuple. Et le grand enjeu maintenant pour Chypre, c'est l'économie. Parce que vous savez, on est basé sur le tourisme. Et le tourisme ne peut pas revenir. C'est ouvert pour 3-4 pays maintenant qui sont dans la zone A, catégorie A. Mais le plus grand chiffre de touristes vient en Chypre d'Angleterre, de Grande-Bretagne, de la Russie. Après, c'est l'Allemagne. La dernière année, c'est aussi Israël, l'Autriche, la Suède. Alors, tous ces pays ne peuvent pas encore venir en Chypre. Et on parle maintenant qu'au moitié du mois de juillet, ça sera ouvert pour les Anglais si les choses continuent à améliorer dans ce pays. Mais l'économie a souffert et va souffrir beaucoup en Chypre. D'un autre côté, on a fait beaucoup de pression sur le gouvernement pour mettre en place des mesures pour garantir la vie de tout le monde qui ont resté sans travail à cause de le confinement. Mais c'est pas, ça ne va pas continuer. Alors, les choses maintenant, ça devient dur. Et on a réussi aussi d'avoir des aides pour les entreprises, les petites entreprises, parce qu'en Chypre, il n'y a pas de grandes entreprises, c'est moyen et petit. Quand on dit petit, c'est des 100 personnes. et parce que si on aide ce secteur, il n'y aura pas d'économie, il n'y a pas de l'industrie en Chypre, il n'y a pas d'autre chose. C'est le tourisme et cette petite manufacture, etc. Alors, une chose, si je prends encore un moment, et c'est important, c'est que malheureusement, le gouvernement chypriote, au moment que la pandémie a commencé à Chypre, la première chose qu'ils ont fait, c'était de fermer les points de croissance entre les deux parties de Chypre. Et c'était avant de fermer l'aéroport. Et ce n'était pas entre les Chypriotes que la pandémie est entrée, mais dans l'aéroport. Et on était contre ça. Et après, c'était la partie turque-chypriote qui a fermé. Il y avait beaucoup de protestations. Il y a beaucoup de gens turcs-chypriotes qui travaillent dans la partie libre. Il y a des étudiants qui viennent. Et il y a maintenant plus de 3 mois qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de passer. Il y a seulement après le 8 juin, et c'était après des contrôles, etc., qu'un petit numéro de 600, je crois, ont commencé de passer. Mais maintenant, peu à peu, ces points de contrôle vont réouvrir parce que ça, c'est très important pour le contact entre le peuple en Chypre et pour réussir à améliorer l'atmosphère, le climat et peut-être avoir de nouveau des négociations. Pascal, à l'échelle de la région, à l'échelle du Moyen-Orient, quels sont les pays qui ont le plus à souffrir de cette situation et comment la gèrent-ils? Bon, alors, à l'heure actuelle, on peut considérer que la catastrophe épidémiologique n'a pas eu lieu
au Maghreb et au Moyen-Orient. L'Iran, Israël et dans une moindre mesure la Turquie ont constitué les foyers majeurs de contamination, essentiellement à cause d'une mauvaise gestion de la pandémie. Par exemple, Téhéran et Ankara, dans un premier temps, ont nié la réalité du Covid-19. De plus, les mesures de confinement ont pour l'essentiel été repoussées assez tard pour des motifs économiques ou bien pour des motifs religieux, par exemple le maintien des pèlerinages en Iran ou des cérémonies religieuses en Israël. Et puis, il faut dire aussi que dans ces trois pays, les autorités ont été prises de vitesse en raison des coupes budgétaires accumulées dans les dépenses de santé en raison des politiques néolibérales et qui ont accentué de manière considérable dans ces trois pays, mais pas seulement, les inégalités face aux soins et face à la mort. Alors, comment expliquer un peu cette situation, et notamment ailleurs? On peut expliquer partiellement la faible ampleur de l'épidémie dans la région en raison de la jeunesse de la population, une certaine expérience dans la gestion des pandémies de la part des gouvernements, et puis la faiblesse des réseaux de transport, le relatif retrait par rapport aux flux économiques et touristiques de la région. Et à cela s'ajoute une réaction relativement rapide des autorités dans les pays concernés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les populations de ces régions ont respecté scrupuleusement les mesures de confinement, en raison essentiellement du peu de confiance qu'elles ont envers les structures sanitaires et surtout les autorités politiques. Et on a pu le voir dans les réseaux sociaux qui ont relayé un certain nombre d'initiatives de solidarité qui contredisent les discours culpabilisants des autorités à l'égard de la population et qui témoignent de la permanence des sentiments de fraternité et bien au-delà des différences ethniques et confessionnelles que l'on présente comme irréconciliables d'habitude. Alors, pourtant, le Maghreb et le Moyen-Orient avaient de puissants facteurs de surexposition. D'abord, en raison de la forte concentration de population dans certains endroits. Je songe notamment à l'Égypte, dans la bande de Gaza. Et puis, il peut y avoir un deuxième élément aussi, l'absence et la défaillance des structures et des personnels de santé. On est dans un pays comme la Syrie, il y a 75% des personnels de santé qui ont disparu de la circulation. Et puis, il y a l'ampleur de la pauvreté, les pénuries de médicaments, d'eau, d'électricité, etc. Et puis, il y a un troisième espace où la pandémie aurait pu se répandre de manière considérable, c'est évidemment dans toutes les zones de guerre, comme le Yémen, la Syrie, les camps de réfugiés djihadistes ou les camps de réfugiés, tout simplement. Alors évidemment, il y a toujours l'incertitude des chiffres et puis il y a un certain nombre de données qui ne sont pas fournies. Mais pour le moment, on peut considérer que la pandémie est contenue, mais cela, évidemment, ne présage en rien de l'avenir parce que le virus continue à circuler un peu partout. Alors, évidemment, les conséquences économiques et sociales sont considérables parce qu'elles se greffent sur une chute des prix du pétrole et puis sur des crises structurelles et économiques qui sont déjà anciennes. Très, très rapidement, pour les pays producteurs de pétrole, il y a des difficultés à construire le budget, des déficits budgétaires qui vont être considérables. Mais partout, on assiste à un ralentissement de l'activité économique, à une explosion du chômage dont sont particulièrement victimes tous les travailleurs du secteur informel. C'est une part très, très importante dans la région. Et puis surtout, une explosion de la pauvreté.
vous prenez la situation du Liban qui est catastrophique, où 50% de la population vit maintenant sous le seuil de pauvreté. La dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que cette gestion de la pandémie au Moyen-Orient, et ailleurs d'ailleurs, elle appelle, je crois, quelques réflexions. Pendant des siècles, on a considéré que la menace, elle était incarnée par la figure de l'autre, celle qu'on appelait l'ennemi. Or, aujourd'hui, avec cette pandémie, on voit bien que l'humanité, elle est confrontée à des menaces globales. Toutes les sociétés sont du même côté et les intérêts humains sont partout identiques. Et donc, dans cette situation, seules les réponses communes sont des réponses pertinentes. Pourquoi je dis ça? Parce que la solution, elle ne peut pas, et Vera le disait tout à l'heure, et elle a cité un bon exemple, la solution ne peut pas être dans le rétablissement des frontières, ou bien l'exaspération des égoïsmes nationaux, le retour au souverainisme, au protectionnisme. On sait qu'une telle logique, elle conduit à la concurrence et aux affrontements. Et puis peut-être une deuxième remarque pour terminer. Le capitalisme, il a livré le monde à l'acide de l'économie de marché, qui creuse partout les inégalités, qui détruit la nature et qui n'a pas d'autre horizon que des violences insoupçonnées contre les peuples. Eh bien, il faut rompre avec cette logique. Et la crise du Covid-19, elle nous montre que les enjeux sociaux, ils sont beaucoup plus fondamentaux que les enjeux politico-militaires. Or, des milliards sont dépensés dans l'armement. Or, les armes n'assurent pas la sécurité du monde, bien au contraire, elles le mettent en danger. Et d'ailleurs, ces régions du Maghreb et du Moyen-Orient ont connu ces dernières années une militarisation forcenée. Eh bien, l'enjeu, on le voit avec cette gestion du Covid, c'est bien de bâtir une sécurité humaine avec plus de solidarité par des mécanismes multilatéraux pour la paix, évidemment, pour un nouvel ordre mondial. Et ça passe, par exemple, concrètement aujourd'hui, pour faire reculer la pandémie, par la levée des sanctions américaines sur l'Iran ou la levée du blocus de Gaza. Alors, avant la crise du Covid-19, des mouvements sociaux puissants émaillaient le Moyen-Orient et le Maghreb. On s'en rappelle en Iran, au Liban, en Irak, pour ceux qui étaient, on va dire, médiatiquement couverts, en Algérie aussi, bien sûr. Vera, que sont devenus ces mouvements sociaux et est-ce que cette crise peut justement en être un catalyseur? Oui, bien sûr, c'était l'excuse. La pandémie était une excuse pour le confinement, pour faire peur aussi, réel, à peuple, pour ne pas sortir dans les rues. Mais on a vu bien en Liban que les gens, on arrivait, la situation, tout à l'heure, Pascal a expliqué ça, la situation est arrivée en telle mauvaise situation qu'il n'y a pas de peur, même pour la santé. Parce que c'est ou mourir du virus, ou mourir de ne pas avoir que manger. C'est une situation vraiment grave dans le Liban. Et je crois que aussi la lutte au Liban donne un espoir pour le futur parce que c'est tout le monde qui participe, de tous les secteurs, de toutes les religions, beaucoup de gens. Et ça donne un espoir pour le futur, qu'il pourrait avoir l'unité pour gagner cette lutte sociale. Et aussi en cas d'Irak, je ne crois pas que la lutte, ça ira comme ça. La lutte est là, mais parfois, on peut avoir les conditions aussi pour ressortir dans les rues. On a vu ça aux États-Unis avec le cas de George Floyd, comme les gens ont supéré les peurs pour la santé pour mettre en place
manifestation contre le racisme, contre la police, etc. C'est la même chose ici dans la région. C'est une chose temporaire, je crois. Et aussi en Iran, on a eu avant, au mois de novembre, il y avait de grandes manifestations, etc. Et il avait un moment de ne pas sortir de nouveau à la rue, pour différentes causes, mais la situation, c'est chaque jour pire, là, économiquement pour les gens, et à cause des chutes de prix du pétrole, mais aussi à cause des sanctions contre, en ce cas, le peuple iranien, parce que ce n'est pas contre le régime, les actions des États-Unis, premièrement. Et je crois qu'on va avoir un nouveau chute, pas chute, un nouveau wave, non? Nouvelle vague. De manifestations et de luttes sociales, parce que la pauvreté est là. La pauvreté est là et il n'y a pas de mode de l'aider dans ce pays de la région. Ce n'est pas comme l'Union européenne où il y a le Rescue Plan, on va donner quelques millions et ils croient que ça va passer, mais même la crise ne peut pas passer dans l'Union européenne comme ça. Mais là, il y a d'argent. Dans la région, il n'y a pas d'argent. Pascal, est-ce que les pouvoirs en place profitent de la situation pour renforcer leur autoritarisme? Alors, ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs en place ont profité de la situation pour essayer de gagner en légitimité. Et partout, ils ont accentué la répression contre les forces démocratiques et pacifistes. Et notamment, comme le disait Vera, pour briser les mouvements sociaux qui ont eu lieu avant la pandémie. Un exemple, le virus est devenu le meilleur allié de Benyamin Netanyahou pour se maintenir au pouvoir. Alors, on pourrait évidemment prendre plusieurs exemples. Je pourrais commencer par la Turquie, qui, pendant la période de la pandémie, a procédé à des arrestations pour tous ceux qui critiquaient la gestion sanitaire du gouvernement. La semaine dernière, il y a eu plus de 400 arrestations sur ce thème. Et puis, le Parti démocratique des peuples, le HDP, a été particulièrement touché durant cette période par la répression. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué. Plusieurs parlementaires ont été arrêtés et Erdogan a poursuivi la destitution des maires, notamment du Kurdistan. Aujourd'hui, ils sont 45 maires destitués et ils croupissent dans les prisons à côté de milliers, de centaines de milliers de journalistes, d'intellectuels, de syndicalistes et de militants. Et puis j'attire votre attention aussi sur le fait que pendant le Covid, Erdogan a lancé une opération militaire contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dans le nord de l'Irak, qui, je rappelle, le PKK n'a cessé depuis des années de multiplier les cessez-le-feu et les propositions de paix. Et personne n'a oublié l'engagement du PKK dans la lutte contre Daesh et pour sauver notamment les Yézidis du génocide programmé par l'État islamique. Et puis on pourrait dire aussi que Erdogan a poursuivi sa politique de nettoyage ethnique dans le canton d'Afrin, en Syrie, qui était peuplé de Kurdes, majoritairement de Kurdes, mais pas seulement, pour en faire un véritable djihadistan et consolider les positions des forces les plus obscurantistes. On peut prendre aussi l'exemple de l'Égypte, où pendant la pandémie, les militants des droits humains, les blogueurs, les journalistes, la communauté LGBT a été particulièrement visée pendant la période. Et puis c'est le cas aussi, la répression s'est accentuée considérablement en Algérie. Alors que le Irak a été suspendu, on a connu une véritable vague d'arrestations
et de condamnation de militants du Irak en Algérie. Et puis c'est la même chose en Palestine, où on continue à assassiner et à incarcérer les Palestiniens. Moi, je voudrais dire un mot sur le sort des prisonniers politiques. Parce que tous ces pays ont pris des mesures, ont pris des lois d'amnistie pour libérer des milliers de condamnés de droit commun. Et on peut prendre un exemple en Turquie, où l'un des chefs de la mafia lié à l'extrême droite a été libéré. Cependant, tous les prisonniers politiques, quel que soit le pays, ont été exclus des lois d'amnistie. Et ils sont restés en prison, et de surcroît, ils ont été privés de soins. C'est le cas, par exemple, de Selahattin Demirtas en Turquie ou de Marwan Barghouti en Palestine. Il faut aussi parler du Maroc, qui a profité de la crise pour accentuer la répression contre les militants sahraouis qui sont toujours sous occupation coloniale et qui sont privés du droit à l'autodétermination. Et puis on pourrait parler des militants du RIF et puis tous ceux qui sont dans les prisons en Iran, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, etc. Mais est-ce que, pour répondre aussi à un deuxième volet de ta question, il me semble que en réalité, le Covid-19 n'est qu'une aubaine passagère pour tous ces régimes chancelants. Parce que, évidemment, ils seront comptables, ces régimes, des résultats et des conséquences de la lutte contre la pandémie. Et puis, voyons bien que les causes structurelles qui ont conduit au printemps arabe n'ont pas été traitées nulle part. Et aucun retour de la stabilité dans ces pays ne sera possible sans des changements politiques, des changements structurels profonds. Et le maintien des dirigeants actuels, le maintien des dirigeants corrompus et prédateurs des richesses de leur pays, eh bien, signifie à terme l'extension du chaos. Alors évidemment, il est très très difficile de prévoir comment va évoluer la contestation, hein, mais celle-ci, et Vera le disait, elle n'a pas disparu et elle reprend même de la vigueur. Hein. Elle a donné l'exemple du Liban, mais il y a eu aussi dans la partie russe de la Syrie des manifestations il y a quelques jours. Les manifestations reprennent en Irak, mais il y a des manifestations aussi en Algérie, en Tunisie. Donc, les luttes reprennent, hein, et ce sont des luttes créatrices, porteurs d'espoir pour les peuples. Alors, le Moyen-Orient connaît un état de guerre permanent, l'agressivité régionale est à son comble. La Turquie, en plus d'exercer un autoritarisme grandissant sur son territoire, comme l'a rappelé Pascal, se montre particulièrement active et agressive au Moyen-Orient. On l'a vu avec l'invasion du Rojava en octobre 2019, on le voit avec le soutien militaire appuyé au gouvernement de Fayez el-Sarraj en Libye, et on le voit en mer Méditerranée, où la Turquie se livre à une véritable démonstration de force, en essayant d'agrandir sa frontière maritime au détriment de Chypre, entre autres, et du droit international. Vera, comment vois-tu l'avenir de ces différents conflits dans lesquels la Turquie est sérieusement impliquée? Oui, je vais commencer par vous dire, peut-être ce n'est pas la nouveauté de jour, mais en juillet, on va avoir 46 ans d'occupation turque de 37% de notre île. Alors, on connaît très bien ici le grec turc-chypriote, nous connaissons très bien ce que Turquie peut faire, vraiment la politique expansionniste de la Turquie. Et de rappeler, ça que tout le monde connaît, que la Turquie est membre de l'OTAN, comme la Grèce. Alors, la situation, on doit le garder comme tous les bassins de notre région de Méditerranée.
le dernier mouvement de Turquie vers la Libye, c'est tellement contre la loi internationale, la loi de la mer, parce qu'entre la Turquie et la Libye, c'est la Grèce, il y a des îles de la Grèce, et c'est aussi l'Égypte qui touche cette mer. On ne parle pas de Chypre ici parce que dans ces cas, Chypre dans le cas entre Libye et Turquie, cet accord vraiment ne touche pas à Chypre. Mais c'est dans l'attendement de l'expansionnisme régional de la Turquie que ça touche à Chypre aussi. Et pour soutenir cette position, Turquie est en train d'aider militairement, d'intervenir militairement en Libye. Ça, c'est contre de tous les accords qu'il a eus. Et là, se forme de nouveau un conflit multinational. C'est un peu comme les choses qu'on a eues dans la Syrie, mais peut-être c'est pire ici, parce qu'ici, on parle de beaucoup plus peut-être de ressources pétrolières, et c'est la Méditerranée, c'est un centre de la Méditerranée. Et la Turquie continue la même position, la même politique contre les voisins qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est contre la Syrie, dans la situation contre le propre peuple qui vit dans la Turquie, contre les Kurdes, les gens progressistes, etc. Pascal a tout à l'heure parlé sur ça. Mais l'agressivité de la Turquie, ça renforcé par une force militaire. Dans le cas de la zone exclusive de Chypre, où on a trouvé des ressources de gaz naturel, il y a maintenant 9 ans. Et les dernières années, la Turquie a intervenu directement avec pas seulement de faire des recherches eux-mêmes. Dans notre zone exclusive, là, c'est la violation des droits souverains de la République de Chypre, de la loi internationale, etc. Mais même ils ont venu avec the Navy, non? Avec la marine, avec des... Oui. Avec la marine, avec la marine. Et ça, c'était une attaque très ouverte contre Chypre. Et il avait un moment que, malheureusement, le gouvernement de la République de Chypre d'aujourd'hui est membre aussi de PESCO. Elle est entrée dans la structure militaire de l'Union européenne. Et là, ils ont dit, la France va venir avec la marine. Et le Charles de Gaulle est venu ici, monte-avions, comme ça s'appelle, non? Un porte-avions. Porte-avions, oui. Alors, on va se sauver, la marine française. Mais ça, pour nous, ce n'est pas la solution. Le conflit militaire, ce n'est pas la solution. Et la France n'est pas préparée pour faire ça. On le sait très bien. On va garder son intérêt et l'intérêt de Total, qui fait de l'exploration ici, mais on reste assuré qu'ils ne vont pas entrer dans une guerre pour Chypre. Le problème, c'est que Chypre même est très militarisé. Nous avons les 2 bases militaires britanniques qui s'appellent Sovereign British Bases, que c'est dans l'accord de l'indépendance de Chypre en 1960. Et malheureusement, ils utilisent il y a un très grand aéroport militaire sur la base d'Akrotiri qu'ils ont utilisé tout le temps pour bombarder, pour faire d'attaques, même jusqu'Afghanistan. Je ne parle pas d'Irak, de la Syrie, etc. Et aussi, nous avons les 35% de l'île occupée pour la Turquie
c'est une armée d'OTAN avec 40 000 soldats. Et c'est ce qu'a dit les Nations Unies plusieurs fois, c'est la partie proportionnellement plus militarisée du monde. Et après, autour de nous, nous avons Israël, nous avons tous les porte-avions, toutes les armées du monde qui sont, les marines du monde qui sont ici, les États-Unis, la Chine même ici, la Russie, etc. Et ça, que pour nous, c'est très, nous inquiète pour toute la région. C'est je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais c'est une loi qui a passé du Congrès et du Sénat des États-Unis. Elle se connaît comme Romeo Menendez Bill, la loi que ces deux sénateurs et congressmen sont introduits. Et maintenant, c'est une loi aux États-Unis que c'est pour contrôler toute notre région. Et à cause des ressources énergétiques, mais les routes énergétiques, mais aussi la géostratégie de la région. Et ils vont éliminer de Chypre et toute la région les forces russes, l'influence russe, même les radios russes, et maintenant la Chine aussi. Et ils vont contrôler tellement la région, et ça, c'est un problème pour tout le peuple de notre région. Et c'est pour ça qui va passer en Syrie, ça qui passe maintenant en Syrie, à Liban, au Libye, au Irak. L'accord comme ça s'appelle, Deal of the Century contre la Palestine, le plan d'annexion maintenant le territoire occupé de Palestine, tout ça, c'est fait une part de la mosaïque qui forme un problème très grand et dangereux, mais pas seulement pour le peuple de notre région. Ça peut venir immédiatement à l'Europe et beaucoup plus loin. Regardez, on a fait la guerre contre Syrie, parce que déjà là, on peut discuter les choses antérieures de la Syrie, etc., mais il y avait une guerre où l'Union européenne a participé contre la Syrie. La même chose contre la Libye. On a détruit ce pays. Et maintenant, c'est les réfugiés qui arrivent. Chypre a reçu beaucoup plus de réfugiés que proportionnellement on peut avoir. Nous sommes moins d'1 million. Et nous avons tous les problèmes de la xénophobie, du racisme, etc., qui arrivent même au niveau des gouvernements. Ça, c'est une autre conversation. Mais tous les réfugiés vont arriver aussi en Union européenne. Et le problème climatique, à cause de cette guerre, nous avons des sables qui arrivent maintenant d'Irak à Chypre, parce qu'il n'y a rien sur les villes de Syrie sont détruites. Alors tout ça arrive à Chypre et c'est plein c'est infecté de la guerre, de chimiques. Et c'est la même chose de la Libye, etc. Nous habitons dans un monde. Alors, toutes les conséquences vont arriver. Et même chose, s'il n'y aura pas de l'eau dans notre région, c'est une autre guerre qui va arriver très proche. Et ça va arriver même dans les pays européens. Pascal, pour finir, on va évoquer précisément le cas de la Palestine et du Yémen, qui sont deux situations différentes, bien sûr, mais que peux-tu nous dire sur la situation de ces deux pays ? D'abord, rapidement, sur le Yémen, peut-être depuis 2015, une coalition conduite par l'Arabie saoudite avec le soutien d'Israël et des États-Unis ont lancé une offensive contre les Houthis qui contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa.
et qui sont accusés d'être soutenus par l'Iran. Or, cette guerre, elle a été faite contre le pays le plus pauvre du monde. Et elle a provoqué l'effondrement de l'État, l'effondrement de l'économie et une catastrophe humanitaire absolument extraordinaire. 50 000 morts, les 2/3 de la population qui vivent de l'aide internationale, et puis des épidémies, le choléra, maintenant le Covid-19, des vagues de réfugiés, des crimes de guerre qui ont été constatés. Alors, l'Arabie saoudite, mais aussi les Émirats arabes unis, pour ce conflit, ont acheté des armes françaises et qui ont été utilisées contre les civils en violation du traité sur le commerce des armes. Si bien qu'aujourd'hui, le pays il est aux mains des milices et il y a un processus de fragmentation. Après le Nord, on vient de voir le Sud qui vient de faire sécession. Alors, cependant, l'Arabie saoudite, elle est confrontée à des difficultés dans cette guerre. Elle est épuisée, c'est une guerre qui coûte cher, et notamment en raison des difficultés de la situation économique. Et elle cherche pour l'instant à en sortir, mais tout en semant le chaos, en maintenant un état de guerre permanent, en alimentant notamment en armes les chefs de guerre, ou bien le dernier projet aujourd'hui, c'est de faire éclater le Yémen en mini-État pour permettre à l'Arabie saoudite d'avoir accès directement à l'océan Indien, nourrissant évidemment le terrorisme, l'ingérence, et puis évidemment, tous ceux qui ne sont pas concernés par ces prises de position, c'est le peuple yéménite, parce qu'on ne lui demande pas son avis à lui. Et puis, il ne sera peut-être pas disposé à une telle configuration. Alors, je vais vite parce que je voudrais dire quelques mots quand même sur la situation en Palestine. Le plan Trump, qui a été proposé voici quelques mois, aujourd'hui, il entre en application parce que Netanyahou s'apprête dans quelques jours à dévoiler sa feuille de route sur l'annexion de la moitié de la Cisjordanie. Alors évidemment, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se faire, peut-être progressivement, etc., pour rendre les choses moins tendues. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la terre de Palestine, elle sera réduite à des Bantoustans qui seront démilitarisés, sans aucune continuité territoriale, ni maîtrise des frontières. Et dans ces conditions, parler d'État palestinien, c'est un cynisme absolument révoltant. Il faut le dire, je crois, c'est ce que Trump appelle le deal du siècle, c'est l'acte de délinquants internationaux. L'acte de délinquants parce qu'ils entérinent l'impunité des autorités israéliennes et en même temps le régime d'apartheid issu de la loi État-nation. En même temps, ce deal de Trump, il enterre la solution à deux États et il constitue un coup de force contre la légalité internationale. On voit bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ni plus ni moins la légalisation du pillage colonial qui attiseront, à n'en pas douter, les tensions dans une région qui est déjà profondément meurtrie. Alors, ce plan, il constitue évidemment une violation des droits des Palestiniens. Il n'amènera pas la paix et il ne fera qu'aggraver la situation. Et rappelons-le, parce que c'est important dans le contexte actuel, une annexion par la force n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et elle est toujours réversible. Voilà. Alors, en même temps, il a fallu des décennies, je crois, pour que la Charte des Nations Unies s'impose, pour tenter de bâtir un monde de paix dans des conditions difficiles. Or, ne pas respecter les résolutions de l'ONU, c'est valable en Palestine, mais c'est aussi valable à Chypre, comme le disait Vera. C'est se rendre complice aujourd'hui de la désintégration du droit international et de la justice. Et ça porte un nom, ça. C'est le retour à la loi de la jungle, et c'est d'une extrême gravité. Alors, dans le contexte actuel, on voit
des mobilisations qui existent. Hein. En Israël, il y a de l'inquiétude dans l'opinion publique. Il y a de l'inquiétude aussi dans les services secrets, l'armée, qui craignent l'instabilité. Et notamment, ça c'est très important, de perdre les acquis diplomatiques qu'Israël a réussi à conquérir avec certains pays arabes, et notamment la Jordanie. Il faut bien voir aussi que la mobilisation, elle est due aussi à la fermeté de Mahmoud Abbas, qui a conduit les pays du monde arabe à condamner l'annexion. Et ce n'était pas gagné dès le départ. Et je crois que les opinions publiques arabes, qui ont toujours soutenu la cause palestinienne, et aujourd'hui dans des conditions difficiles de guerre, etc., ont pesé dans cette décision. Et puis, on l'oublie souvent, parce qu'elle est souvent critiquée, mais l'ONU a fait une déclaration extrêmement importante, parlant de l'apartheid et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, dans ces conditions, je crois que la France et l'Union européenne ont une responsabilité immense. Et je crois qu'au regard des enjeux qui aujourd'hui existent, il serait inadmissible, comme cela se profile, hein, d'en rester à de simples déclarations de principe sans adopter des actes forts. Ou comme Emmanuel Macron, le président de la République française, de se murer dans le silence. Hein. La France et l'Union européenne, elles doivent condamner sans aucune équivoque toute idée d'annexion et reconnaître immédiatement l'État de Palestine dans ses frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et surtout, des sanctions doivent être adoptées contre l'État d'Israël, comme la suspension, par exemple, de l'accord d'association avec l'Union européenne, et puis aussi toutes les autres formes de coopération, notamment militaire, qui existent avec Israël. Il en va de même pour les entreprises qui maintiennent des relations d'affaires avec les colonies, et puis l'interdiction d'importer les produits qui viennent des colonies. Moi, je crois que s'il n'y a pas de réaction et d'actes forts de l'Union européenne, c'est un pas de plus dans la disparition de l'Europe de la scène internationale, comme c'est le cas aujourd'hui au Moyen-Orient. Et ce serait quelque chose de très grave. Ce que je tiens à dire, c'est que au regard de la situation extrêmement difficile que les communistes français, mais je sais que les communistes partout en Europe sont pleinement mobilisés et pleinement engagés dans la solidarité avec le peuple palestinien. Vera Policarpou, Pascal Thor, merci pour cet échange.